Il y a un moment dans la vie de presque tout le monde où la personne arrête de demander. Ce n'est pas une décision consciente. Cela ne se produit pas un jour précis. C'est plus lent que cela. C'est une accumulation de fois où vous avez demandé avec tout ce que vous aviez, avec foi, avec intention, avec cette énergie qu'on dit nécessaire, et rien n'est venu. Ou c'est venu différemment, ou c'est venu et ce n'était plus ce que vous vouliez quand c'est arrivé. Et puis, silencieusement, vous avez appris. Vous avez appris à ne dépendre que de vous-même. Vous avez appris à ne pas créer d'attente. Vous avez appris à appeler maturité ce qui, au fond, était une façon de vous protéger de la déception. Si vous vous êtes reconnu maintenant, même de façon minime, restez avec moi ces prochaines minutes. Car ce que Carl Jung a découvert après des décennies d'investigation de la psyché humaine, ce n'est pas que vous devez demander avec plus de force, ni avec de meilleures techniques, ni pendant des phases de lune spécifiques. Ce qu'il a découvert est plus déconcertant que cela. Il a découvert que l'univers n'a jamais cessé d'écouter. Le problème, c'est qu'il y avait une partie de vous qui demandait et une autre partie qui répondait non avant que la réponse ne puisse arriver. Je vais expliquer ce que cela signifie, et quand vous comprendrez vraiment la façon dont vous vous reliez à ce que vous désirez, ne sera plus jamais la même. Pensez à une personne que vous connaissez, pas une célébrité, pas un gourou, quelqu'un de votre quotidien ou de votre histoire. Cette personne qui semble recevoir les choses avec une facilité que vous n'avez jamais complètement comprise. Ce n'est pas que sa vie soit parfaite, ce n'est pas qu'elle n'ait pas de problème, mais quand elle veut quelque chose, d'une manière ou d'une autre, cela apparaît. Parfois rapidement, parfois par des chemins tortueux, mais cela apparaît. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui est différent chez elle? La réponse évidente est la chance, mais vous savez, au fond, que ce n'est pas que cela. La deuxième réponse est qu'elle travaille plus, ou qu'elle a plus de ressources, ou qu'elle est simplement née dans de meilleures circonstances. Cela peut être vrai en partie, mais cela n'explique pas tout non plus. Jung passerait des années pour arriver à une réponse différente. Et cette réponse commence par une question qui semble simple, mais qui ne l'est pas. Qui demande? Pas ce que vous demandez, pas comment vous demandez. Qui? Car Jung a découvert qu'à l'intérieur de chaque personne, il y a de multiples voix, de multiples couches d'identité opérant en même temps. Il appelait la couche la plus visible l'ego, la partie de vous qui pense, planifie, parle, prend des décisions conscientes. Et il appelait la totalité plus profonde le soi, avec un S majuscule, quelque chose qui inclut l'ego mais va au-delà de lui, quelque chose qui connaît votre but, votre histoire entière, vos blessures et vos dons en même temps. La plupart des gens demandent par l'ego, et l'ego est un porte-parole compliqué. Pensez-y de cette façon. L'ego est comme un avocat qui parle en votre nom, mais qui porte les dossiers de toutes les affaires que vous avez déjà perdues. Lorsqu'il fait une demande, il ne la fait pas d'un endroit neutre, il la fait chargée de mémoire, chargée des fois où rien n'est venu, chargée de la voix qui dit, presque inaudible, que ce sera probablement pareil cette fois-ci. Donc, quand vous demandez quelque chose avec toutes vos forces conscientes, il se passe quelque chose dans la couche du dessous que vous ne voyez pas. Il y a une partie de vous qui a déjà répondu non, avant que la réponse ne puisse venir de l'extérieur. Cela explique cette sensation étrange de demander quelque chose alors que, au fond, vous savez déjà que ça ne viendra pas. Arrêtez-vous une seconde et remarquez cela. Combien de fois avez-vous demandé quelque chose alors que, à un niveau que vous pouviez à peine identifier, vous doutiez déjà de son arrivée? Ce n'était pas un manque de foi en l'univers, c'était une conversation interne que vous ne saviez même pas que vous aviez. Jung appelait la partie responsable de ce sabotage silencieux l'ombre. Et l'ombre n'est pas le mal, c'est la première erreur. L'ombre n'est pas la mauvaise partie de vous, c'est la partie qui a été cachée. C'est tout ce que vous avez appris à garder parce que cela ne semblait pas acceptable, pour votre famille, pour votre culture, pour la version de vous qui avait besoin d'être approuvée. Si vous avez grandi en entendant que l'argent est sale, que les riches sont avides, que trop désirer est de l'arrogance,
Cette croyance n'a pas disparu quand vous avez grandi. Elle est descendue. Elle est allée dans l'ombre. Et quand vous demandez la prospérité avec tout votre esprit conscient, l'ombre lève la main et vote contre. C'est un court-circuit invisible. Deux fils qui devraient travailler ensemble, tirant dans des directions opposées, annulant mutuellement le signal. Le guerrier dans le mythe, observait Jung, ne gagne pas en tuant le dragon. Il gagne quand il comprend ce que le dragon garde. L'ombre n'est pas un ennemi à éliminer. C'est une partie de vous qui a besoin d'être écoutée avant que vous ne puissiez demander avec votre voix tout entière. Et ici intervient quelque chose que Jung a appelé l'énantiodromie, un mot grec qui décrit un principe que vous avez déjà vécu, mais que vous n'avez peut-être jamais nommé. Quand quelque chose va à son extrême, il se transforme en son opposé. Avez-vous déjà remarqué que plus vous voulez désespérément quelque chose, plus il semble s'éloigner? Et que quand vous lâchez enfin, quand vous cessez d'en avoir besoin, il apparaît? Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas l'univers qui est cruel envers celui qui désire. C'est l'ego atteignant son extrême. La quête si intense, si anxieuse, si contrôlante, et se transformant en résistance. L'étreinte devient un blocage, le besoin devient répulsion. Le détachement alors n'est pas une technique que vous pratiquez, ce n'est pas faire semblant de ne pas vouloir. C'est le résultat naturel d'avoir intégré l'ombre, d'avoir conversé avec cette partie qui doutait, qui se sentait indigne, qui gardait la croyance que recevoir est dangereux ou mal. Quand cette partie est intégrée, quand vous arrêtez de lutter contre elle et commencez à l'écouter, quelque chose change dans la qualité de votre désir. Il devient plus calme, plus ferme, moins désespéré. Et c'est exactement dans cet état que la demande rencontre le moins de résistance, interne et externe. La personne que vous connaissez, celle qui semble obtenir les choses avec facilité, elle n'a pas moins d'ombre que vous. Elle a simplement une relation différente avec la sienne. Maintenant, nous arrivons au point où la plupart des contenus sur ce sujet se trompent. Ils arrivent à l'idée d'aligner conscient et inconscient et proposent ensuite une liste de techniques. Visualisation, gratitude anticipée, affirmation, rituel. Ces choses ont de la valeur, mais ce sont des instruments. Et un instrument dans les mains de quelqu'un qui n'a pas compris le principe est décoratif. Le principe est le suivant. L'univers, ou comment vous préférez appeler cette intelligence supérieure qui opère dans les coulisses de l'existence, ne répond pas aux mots. Il ne répond pas aux pensées. Il répond à la cohérence. Pensez à un émetteur radio. La force du signal compte, oui, mais ce qui compte le plus, c'est la qualité de la transmission. Un émetteur puissant avec des parasites internes n'atteint rien. Et ces parasites, dans le cas humain, c'est l'incohérence entre ce que vous désirez consciemment et ce que vous, dans des couches plus profondes, croyez mériter ou craignez de recevoir. Jung appelait l'espace où toutes les possibilités existent le plérôme. Non pas comme la physique quantique, il était psychologue, pas physicien, mais comme un moyen de nommer quelque chose qu'il avait observé à plusieurs reprises. Qu'il y a un champ où ce que vous désirez existe déjà en puissance. Votre fonction n'est pas de créer ce que vous voulez, c'est de vous syntoniser sur la fréquence de ce qui est déjà disponible. Cette distinction change tout. Créer est un acte de force, d'effort, de contrôle, de volonté. Se syntoniser est un acte de réceptivité, d'alignement, d'ouverture, d'identité. Et voici le tournant que voyait Jung. Les personnes qui reçoivent ce qu'elles demandent ne sont pas nécessairement celles qui font le plus d'efforts. Ce sont celles qui sont devenues la personne capable de recevoir. Il y a une différence entre ce que Jung appelait le désir de l'ego et l'appel de l'âme. Et vous connaissez déjà la différence par la façon dont chacun est ressenti. Le désir de l'ego est anxieux, il change de forme, il a besoin de validation. Il s'agrandit quand vous regardez ce que les autres ont. Il a une urgence qui ressemble à de la faim. L'appel de l'âme est différent. Il est calme, persistant. Il revient toujours, même quand vous essayez de l'ignorer. Il n'a besoin de l'approbation de personne pour exister.
Vous le reconnaissez parce que, lorsque vous y prêtez attention, il y a quelque chose qui se pose en vous. Pas de l'agitation, mais de la clarté. Savoir distinguer les deux, c'est la moitié du travail. Parce que demander quelque chose qui est l'appel de l'âme, avec la voix intégrée de votre être tout entier, a une puissance qu'aucune technique ne peut fabriquer. Quant aux rituels, Jung les explorait non par superstition, mais parce qu'il a compris quelque chose de fondamental sur la psyché. L'inconscient ne pense pas en mots, il pense en images, en actes, en symboles. Un rituel personnel, fait avec une intention authentique, parle directement à la couche la plus profonde de ce que vous êtes. Il n'a pas besoin d'être élaboré, il doit être vrai pour vous. Un geste intentionnel en dit plus à l'inconscient qu'un monologue mental d'1 heure. Et la gratitude anticipée, qui est souvent enseignée comme « faites comme si vous l'aviez déjà », Jung l'interpréterait autrement. La graine contient déjà l'arbre. Toute l'information de l'arbre adulte est présente dans l'embryon. Remercier pour ce qui est en train de se manifester n'est pas une illusion. C'est reconnaître la réalité d'une couche plus profonde que ce que l'œil peut voir. C'est une forme de cohérence avec l'invisible. Il y a quelque chose que Jung explorait qui n'apparaît presque jamais dans les discussions sur la manifestation. Et c'est peut-être l'élément le plus libérateur de tous. L'univers a son propre temps. Pas le temps de l'horloge, pas des jours, pas des semaines, pas le délai que votre ego établit comme raisonnable. Les Grecs avaient 2 mots pour le temps. Chronos, le temps chronologique, séquentiel, mesurable, et kairos, le bon moment, l'instant de maturité, la fenêtre où quelque chose est prêt à arriver. Vous avez déjà vécu le kairos. Cette décision qui, des années auparavant, aurait été une erreur, mais qui, au moment où elle est venue, était exactement la bonne. Cette personne qui est apparue dans votre vie quand vous étiez prêt pour elle, pas avant, pas après. Ce changement qui semblait tarder et qui est ensuite arrivé, avec un naturel qui vous a surpris vous-même. Ce n'était pas une coïncidence, c'était une gestation. Jung observait que chaque demande a son propre temps de maturation psychique. Certaines choses exigent que vous grandissiez intérieurement avant de pouvoir les soutenir. L'univers n'est pas cruel quand il tarde, il est sage. Il ne donne pas à une graine le poids d'un arbre avant que les racines ne soient prêtes. La patience active, que Jung distinguait de l'attente passive, c'est cela. Ce n'est pas se croiser les bras et attendre. C'est continuer à devenir la personne capable de recevoir ce qu'elle a demandé. C'est travailler sur l'alignement interne tout en faisant confiance au timing externe. C'est maintenir l'attention créative, comme un arc tendu, l'intention ferme, le contrôle relâché. Et ici intervient la synchronicité, ces coïncidences que Jung a passé sa vie à étudier et qu'il a refusé d'appeler aléatoires. Lorsque vous êtes aligné, lorsque votre transmission est propre, vous commencez à percevoir des signes qui ont toujours été là, mais que le bruit intérieur ne vous laissait pas voir. Une conversation qui ouvre une porte, une rencontre improbable qui change une direction, une idée qui arrive au moment exact. L'univers n'envoie pas de pigeons voyageurs avec des messages, il parle à travers le tissu du quotidien. Mais pour entendre cette parole, vous devez être suffisamment calme à l'intérieur. Cette quête obsessionnelle qui éloigne ce que vous voulez, c'est le volume interne si fort que la réponse ne parvient pas à être entendue. Revenons un instant à cette personne que vous connaissez, celle qui semble obtenir ce qu'elle veut. Vous comprenez maintenant quelque chose que vous ne compreniez pas avant. Elle n'a pas plus de chance. Elle n'a pas une relation privilégiée avec l'univers. Elle demande d'un endroit différent. Pas nécessairement parce qu'elle connaît Jung ou parce qu'elle pratique des techniques spécifiques, mais parce que, d'une manière ou d'une autre, par l'expérience, par les coups de la vie, par la façon dont elle a été élevée ou par la crise qui l'a forcée à se connaître, elle a appris à demander avec une voix plus entière. Quand l'ego et l'ombre ne sont pas en guerre, quand ce que vous désirez consciemment et ce que vous, dans les couches les plus profondes, croyez possible pour vous, quand ces deux-là disent la même chose, sur le même ton, dans la même direction,
la demande a une qualité différente. Il n'y a pas de désespoir. Il n'y a pas d'agitation. Il y a quelque chose que Jung appellerait une certitude intérieure. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est une qualité différente de silence, un apaisement. Comme savoir son propre nom, non pas parce que quelqu'un vous en a convaincu, mais parce que c'est tout simplement vrai. Jung nous a laissé quelque chose qui, après tout ce que nous avons construit ensemble ici, sonnera différemment de ce que cela aurait sonné au début. Il a dit que le plus beau cadeau n'est pas de recevoir ce que vous demandez, c'est de devenir la personne capable de le recevoir. Cette phrase, au début, peut ressembler à une consolation, une façon élégante de dire que parfois ça ne vient pas et que ce n'est pas grave. Mais ce n'est pas cela. C'est une instruction, c'est une carte. Car lorsque vous devenez cette personne, lorsque vous intégrez la partie qui doutait, lorsque vous cessez de demander par désespoir et commencez à demander depuis votre entièreté, ce que vous demandez et ce que vous êtes commencent à pointer dans la même direction. Et quand cela se produit, vous ne demandez plus à l'univers comme un mendiant attendant des miettes, vous co-créez. Comme quelqu'un qui connaît sa valeur, qui connaît son but, qui n'a pas besoin de supplier parce qu'il comprend qu'il fait partie de la même trame que ce qui est demandé. L'univers n'est pas un distributeur automatique. Ce n'est pas un système de récompense pour bon comportement spirituel. C'est quelque chose de vivant, de réactif, qui réagit à l'authenticité. Non pas à la performance de l'authenticité, mais à la chose réelle. Et la chose réelle commence quand vous arrêtez de lutter contre la partie de vous qui dit non et que vous commencez à l'écouter. Quand vous arrêtez de faire semblant de ne pas avoir d'ombre et que vous commencez à l'intégrer. Quand vous arrêtez de demander avec une urgence artificielle et que vous commencez à faire confiance au temps de maturation de ce qui a été demandé. Aujourd'hui, avant de dormir, cela vaut peut-être la peine de faire une chose simple. Pas de fermer les yeux et de visualiser. Pas de n'affirmer rien à voix haute, juste de demander à l'intérieur, avec une véritable curiosité. Qu'est-ce que je veux vraiment ? Pas ce qui serait socialement acceptable de vouloir, pas ce qui compenserait quelque chose qui me manque. Qu'est-ce qui résonne quand j'enlève le bruit ? Et alors, écoutez simplement. Ne forcez pas la réponse, ne jugez pas ce qui apparaît. Cela, dirait Jung, est le commencement. L'univers a toujours écouté. Ce qui change maintenant, c'est que vous commencez à écouter en retour. Si quelque chose ici a touché quelque chose de vrai en vous, non pas parce que c'était inspirant, mais parce que vous avez reconnu quelque chose que vous saviez déjà sans savoir que vous le saviez, considérez qu'il peut y avoir quelqu'un près de vous qui a arrêté de demander, qui a abandonné silencieusement, qui a appelé maturité ce qui était une protection. Peut-être a-t-il besoin qu'on lui rappelle qu'il est toujours entendu. Le secret n'a jamais été dans les mots que vous utilisez pour demander, il a toujours été dans l'endroit d'où vous les prononcez. Et quand cet endroit est votre cœur tout entier, avec l'ombre intégrée, avec l'ego incliné devant le soi, avec le temps respecté et le contrôle relâché, ce que vous demandez et ce que vous êtes deviennent la même chose. Et alors, il n'y a plus de séparation entre vous et la réponse.